Bonjour à tous, ici Amano. Vous l'attendiez celle-là, pas vrai? Car oui, ce jour marque le grand début des Amachroniques, avec ce qui est possiblement la vidéo la plus teasée de ma chaîne à l'heure actuelle, l'ère Kimetsu. Quelques petites précisions avant d'entrer dans le vif du sujet, de toute façon je ne suis pas à ça près niveau temps. Cette vidéo ne spoilera en rien le manga et les événements qui suivront, que ce soit dans l'anime ou dans la publication du manga. Je n'aborderai pas la fin du manga ni sa qualité globale, étant donné que je réserve ça pour une autre Amachronique lorsque l'anime aura tout adapté et que tout le manga sera sorti en France. Je ne donne pas mon avis sur l'œuvre, je cherche simplement à être le plus objectif et le plus impartial possible afin d'analyser les performances du manga et le pourquoi du comment. De même, j'aborderai sa qualité en tant que facteur de vente. Je vais pas dire en quoi c'est bien, mais juste que va dire si ça se vend, c'est que d'un côté c'est bien et tout. Mais ça, j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Cependant, j'aborderai les événements qui se déroulent pendant la saison 1, et c'est ce que je vais utiliser pour illustrer avec des images venues de ces événements. Comme dit plus tôt, cette vidéo traitera uniquement du succès du manga et l'analysera. Maintenant que tout est clair, générique. Petite précision avant de commencer ce chapitre. Koyaru Gotoge n'a jamais dévoilé son sexe de manière officielle, mais de nombreuses sources sûres affirment du fait qu'il s'agit d'une femme. Une analyse de sa manière d'écriture laisse aussi penser ça, avec la quasi-totalité de ces personnages féminins du manga qui sont très forts et puissants, tant moralement que physiquement, alors que des mangaka de sexe masculin ont plus tendance à utiliser des Tatsukayaku, des personnages féminins plus fragiles et servant plus de demoiselles en détresse. Par exemple Orihime Inoue, Sakura Haruno ou Erina Pendleton. Ainsi, je décrirai Koyaru Gotoge comme étant une femme tout au long de cette vidéo, donc si une source officielle vient me contredire par la suite en déclarant que Koyaru Gotoge est un homme ou en montrant une photo de lui, je m'excuse d'avance pour cette erreur, et ainsi, j'emploierai des pronoms féminins pour désigner Koyaru Gotoge tout au long de cette vidéo. Notre histoire commence en 2013. À ce moment-là, Koyaru Gotoge est loin de devenir la mangaka que l'on connaît aujourd'hui. C'est une jeune femme de 24 ans qui se présente à la 70e édition du concours Jump Treasure Rookie Manga Award avec un one-shot nommé Kagarigari. Elle ne remportera pas le grand prix, mais elle obtiendra tout de même la mention honorable. Par la suite, elle publiera 3 one-shots. Munju Shiro Kyudai en 2014, dans le deuxième numéro de l'Akamaru Jump de la même année, magazine qui servait entre autres à révéler les jeunes auteurs mais qui sera ensuite remplacé par le Jump Giga. Avec Munju Shiro Kyudai, Koyaru Gotoge s'était pour la première fois dévoilé au public. D'ailleurs, la mangaka se souvient visiblement de cette première publication, puisque c'est le protagoniste de Munju Shiro Kyudai qui sera en couverture de son recueil de one-shot. Koyaru publiera ensuite Lokotsusan dans le Jump numéro 39 de 2014, puis Ainima no Zigzag dans le numéro 21 de 2015. En lisant ces deux one-shots, on voit que Koyaru Gotoge a énormément évolué. Certes, on garde un cadre assez similaire, qui est donc assez urbain, qui s'inspire énormément des monstres fantastiques japonais, avec par exemple un kappa dans Lokotsusan, mais Gotoge affine son style de dessin, tout en abandonnant un univers franchement malsain pour se concentrer sur un monde simplement étrange et surprenant. Comment ça malsain? Des fourmis anthropomorphiques, des coupeuses d'hommes, un protagoniste qui parle via des araignées dans sa gorge et un autre recousu style Frankenstein, je vois pas comment décrire ça autrement. Concernant Ainima no Zigzag, Gotoge, qui est déjà bien plus proche de son style final, notamment au niveau du dessin des personnages, s'affine avec une physique des cheveux bien plus ressemblante à ce qu'elle fera dans Demon Slayer. Globalement, ces 4 one-shots sont le point de départ de ce que va devenir Demon Slayer. Gotoge va réutiliser énormément d'éléments dans ses one-shots pour sa série principale. Si pour Ainima no Zigzag, pour Lokotsusan et Munju Shiro Kyudai c'est surtout des designs qui vont être repris, pour Kagaligali ça va aller bien plus loin. Laissez-moi vous expliquer tout ça, car Kagaligali est ce qu'on pourrait considérer comme un prototype de Demon Slayer, ce qui va même être assumé par Shueisha, qui va présenter Kagaligali comme la V1 de Demon Slayer sur leur site. Gotoge reprendra de Kagaligali plusieurs choses. Tout d'abord, 3 personnages qui resteront les mêmes dans Demon Slayer. Muzan, Tamayo et Yushiro. Si Tamayo et Yushiro sont très ressemblants à leur version finale, au point d'avoir les mêmes facultés, Muzan est lui très différent. Oubliez le regard froid et leur ressemblance avec Michael Jackson, ici on a un personnage qui semblerait sorti d'un ukiyo-e. Son jeu de couleur est d'ailleurs opposé à sa version Demon Slayer, puisqu'on a ici un personnage vêtu majoritairement de blanc, là où il sera en noir dans Demon Slayer. Mais ce Muzan sera surtout différent de celui que l'on connaît pour une raison bien spéciale. Il est du côté de Tamayo, là où dans le manga final ce sera l'inverse. Ainsi, l'antagoniste de ce one-shot est un démon non repris dans Demon Slayer, mais qui rappelle lui aussi le Muzan final à bien des écarts. Habillé en noir de manière assez classieuse, il possède des yeux rappelant des yeux de chat, comme Muzan Demon Slayer, et ses capacités concordent également, étant donné qu'il semble être capable de pouvoir modifier la structure de son corps, comme Muzan. Enfin, le dernier personnage qui m'intéresse,
m'intéresse est ce qui semble être la toute première version d'un pourfendeur, que je n'aimerais pas Tanjiro, vu le peu de similitudes. Si on retrouve le concept de cicatrice sur le visage, bien que celle du protagoniste de Cagalli Gali soit bien plus grande que celle du jeune Kamado, le reste ne rappelle en rien Tanjiro. Visage sans émotion, chevelure noire lui tombant dans le cou. Personnellement, ça me rappelle bien plus Giyu Tomioka que Tanjiro Kamado, et son affrontement à sens unique avec Proto Muzan numéro 2 me rappelle beaucoup l'affrontement à sens unique entre Giyu et Rui dans Demon Slayer. C'est tout pour les inspirations venues de Cagalli Gali, même si ce one-shot a transmis quelque chose d'autre à Demon Slayer, le système des pourfendeurs de démons. Ce n'est que sur une seule page, mais c'est impossible de ne pas faire le lien entre cette case de Cagalli Gali et la sélection finale de Demon Slayer. Le décor typiquement japonais, plusieurs personnes qui empêchent l'accès au lieu d'examen, et le lieu d'examen qui est lui sur une montagne. Les seules différences réellement notables sont qu'ici, le maître semble accompagner l'élève sur le lieu de l'examen, ce qui n'est pas le cas dans Demon Slayer, que l'organisation semble avoir un côté bien plus militaire qu'aujourd'hui, et que les glycines sont absentes, laissant supposer qu'à l'époque, Gotogi n'avait pas encore pensé à cet aspect et à cette faiblesse des démons. Concernant ces trois autres one-shots, Monjoshi le Kyodai, le Kotsusan et Ainiwa de Zigzag, Gotogi rencontrera beaucoup moins d'éléments par rapport à Cagalli Gali. Ici, uniquement des designs sont vaguement repris, ainsi que plusieurs concepts qui semblent être l'origine de certaines idées, comme la sélection finale des pourfendeurs qui vient à l'origine de Cagalli Gali. On va commencer par Monjoshi no Kyodai pour suivre l'ordre chronologique. Ici, on retrouve un duo de protagonistes, un jeune homme aux cheveux de couleur claire et aux yeux exorbitants, qui a la faculté de se transformer en insecte anthropomorphique ayant un léger côté démoniaque. Le deuxième a des cheveux noirs arrivant en bas de son cou, tandis que la couverture nous apprend qu'il a les yeux rouges. Une araignée habite dans sa gorge et c'est comme ça qu'il communique. En tout cas, il dégage une prestance qui rappelle en soi Muzan, même mépris visible envers son adversaire et des yeux rouges. Et en restant plus dans le design, personnellement ça me fait penser à un prototype de Kagaya ou Buyashiki. L'autre protagoniste me fait lui plus penser à Nezuko. Et on dirait pas avec sa tête, mais sa construction est très semblable. Il s'agit d'un personnage étant en réalité un insecte, qui cache cette capacité au plus grand monde en gardant une apparence humaine, et qui possède une relation très profonde et fraternelle avec le protagoniste principal, qui est presque protecteur envers lui. Remplacez insecte par démon, et vous avez une description de Nezuko. Concernant Lokotsusan, c'est bien plus léger. J'ai l'impression que Gotoge a juste repris de ce one-shot le côté très spirituel et la présence de légendes japonaises. Si Demon Slayer utilisera par exemple la figure du Tengu, le Kotsusan utilise lui celle du Kappa en étant bien plus explicite. Pour ce qui est de Ainiwa no Zigzag, le protagoniste me rappelle énormément Uzui Tengen, mais on retrouve aussi ce qui me semble être un prototype du système de souffle, puisque le protagoniste utilise un marteau qui fait pousser des arbres. Certes, on est loin du concept de Demon Slayer qui utilisait lui les éléments plus d'un point de vue spirituel, mais je pense clairement que ça peut servir de prototype à ça. Dernier point que j'aborderai concernant le recueil de one shot, c'est la dernière page de ce manga. On y voit plusieurs personnages de one shot habillés comme des personnages de Demon Slayer. Je ne parle pas japonais, mais j'imagine que Gotoge nous montre les inspirations principales de ces 10 personnages. L'épéiste de Cagalli Gali aurait servi d'inspiration à Zenitsu. Le protagoniste de Monjoshi no Kyodai aurait servi d'inspiration à Tanjiro. L'antagoniste de Cagalli Gali serait bel et bien à l'origine de Muzan. Le deutéragoniste de Monjoshi no Kyodai aurait donné Nezuko. Et enfin, le protagoniste de Lokotsusan serait devenu Kagaya. Autant j'étais juste pour Nezuko et Muzan, mais pour le reste, je ne vois pas vraiment. Peut-être qu'il s'agit uniquement de bases que Gotoge utilisait pour les personnages finaux, mais ça me semble vraiment très bizarre. Après, je pense qu'on aura bien plus d'explications lorsque ce recueil de one-shot sortira en France, courant 2021. Le style de Koyoharu Gotoge aura également énormément évolué pendant ces 3 ans. De Cagalli Gali à Ainiwa no Zigzag, son art style est devenu plus fin, moins abrupt et bien évidemment plus propice à un shonen neketsu tout en traitant de thématiques diversifiées. Là où Cagalli Gali était juste un simple shonen avec des méchants qu'il faut tuer. Ainiwa no Zigzag était publié début 2015 et Demon Slayer a commencé début 2016. Ainsi, il nous manque minimum un an d'évolution concernant ce qui s'est passé avant Demon Slayer et après Ainiwa no Zigzag, de même pour ce qui s'est passé avant Cagalli Gali, car ça m'étonnerait que Gotoge en soit à son coup d'essai avec ce one-shot. Après ces 4 one-shots et des mois de travail, la jeune Koyoharu commence à travailler sur une potentielle série. Elle reprendra la base de Cagalli Gali pour mettre en place les Nemu d'une série nommée Kisatsu no Nagare. Cependant, elle sera rejetée car étant trop sombre malgré une base conçue pour le public japonais, ce qui était une suggestion de son éditeur Tetsuhiko Katayama. Ce même éditeur lui suggérera ensuite de rendre le tout plus joyeux, car Gotoge avait jusque-là dessiné des œuvres vraiment sombres. C'est ainsi que Kisatsu no Nagare va devenir Kisatsu no Yaiba, qui sera retenu en tant que série par la Shueisha. Et afin d'appliquer les conseils de Katayama jusqu'au bout, Gotoge décidera de changer le titre, en passant de Kisatsu no Yaiba, la lame tueuse de démons, à Kimetsu no Yaiba, la lame pourfendeuse de démons, afin d'adoucir le tout, car le thème Satsu, qui signifie tuer, a été jugé un peu trop fort pour un shonen neketsu qui serait publié dans le Jump. Tout était prêt. Annoncé dans le numéro 9 de l'année 2016, Kimetsu no Yaiba s'apprêtait à débuter dans le numéro 11 de la même année, une semaine après Yuragi no Yunasan. Matin du lundi 15 février 2016 au Japon. Un nouveau numéro du Weekly Shonen Jump était en vente avec un nouveau manga en couverture. Un certain Kimetsu no Yaiba d'une auteure néophyte, une certaine Koyoharu Gotoge. L'histoire était en marche. Donc, Gotoge était enfin publié dans le Jump, et Kimetsu faisait ses premiers pas auprès du lectorat japonais.
Cependant, vous le verrez, les débuts seront loin, très loin d'être roses pour le manga. Intéressons-nous à ses performances dans le Jump. Cependant, je précise que le site que j'ai utilisé afin de répertorier ces données, à savoir Comic Vine, a commencé à indiquer les pages couleurs du magazine qu'à partir du numéro 38 de l'année 2016. Car oui, dans ces classements, je ne compterai pas les séries ayant mode du chapitre qui sont classées en tant que nouveautés, les pages couleurs et les couvertures qui sont donc des mises en avant, et les séries en rythme de parution irrégulier comme Boruto ou Hunter x Hunter. Donc, Kimetsu no Yaiba était 10ème pour son premier classement dans le numéro 18 de 2016. En soi, c'est pas un si mauvais classement que ça, mais c'est quand même loin d'être bon. C'est très moyen, et ça n'allait pas aller en s'arrangeant. 13ème, 12ème, 11ème, Kimetsu no Yaiba semble être coincé dans la seconde moitié du classement, et ses quelques fulgurances, comme sa 4ème place dans le numéro 25, étaient généralement accompagnées d'une grosse chute par la suite. Le manga était loin d'être boudé par le lectorat japonais, et semblait juste être ignoré, d'être un manga sans intérêt pour le lectorat japonais. Car oui, la série s'est tranquillement installée dans le ventre mou du magazine, en étant une série qui se faisait discrète, ni trop en danger, ni trop bien classée, qui était juste là, sans qu'on la remarque spécialement. Mais malgré tout, ça n'empêchait pas d'avoir des coups d'éclat, comme les classements qui ont suivi le numéro 27, où le manga avait obtenu une page couleur afin de célébrer la sortie du tome 1. Du numéro 28 au numéro 35, Kimetsu sera constamment dans le top 10, comme quoi la popularité du manga grimpait bel et bien, bien que le classement du numéro 36-37, qui suivit donc cette très belle série, soit le pire classement de l'histoire du manga de Koyoharu Gotege. Au final, sur l'année de 2016, Kimetsu no Yaiba aura une position moyenne de 8,4 sur un total de 40 présences, dont 5 mises en avant avec une couverture pour ses débuts et 4 pages couleurs, et 5 chapitres non classés dus à son statut de nouveauté. Des débuts qui sont donc en dents de scie, qui sont loin d'être mauvais, mais également loin d'être à la hauteur d'un manga capable de vendre 82 millions d'exemplaires en un an par la suite. Car oui, côté vente, Kimetsu aura également été en difficulté. Concernant ces tomes, il en a vu 4 paraître en 2016, donc ses 4 premiers tomes. Son tome 1 n'a pas réussi à se classer dans l'Oricon, qui s'est écoulé à environ 10 000 exemplaires selon les estimations Shoseki. C'était loin d'être suffisant pour atteindre l'Oricon, puisque le 50e au classement de sa semaine de parution, le tome 6 de Muka et Desu, était à 16 966 exemplaires vendus. Une performance qui est vraiment moyenne pour une nouveauté du Jump, et à ce moment-là, Kimetsu no Yaiba risquait réellement l'annulation. Son tome 2, sorti 2 mois après, réussira lui à se classer dans l'Oricon avec un jour de vente supplémentaire par rapport au tome 1, avec 16 323 ventes à la 41e place de l'Oricon. Si Kimetsu est encore loin d'être sauvé, ses ventes progressent bien et bien, et c'est ce que Shueisha aime le plus. Le tome 3, paru le 4 octobre 2016, sera 25e lors de sa semaine de parution, avec 25 967 ventes en 6 jours. Une performance à peu près équivalente à celle du tome 2, ce qui pouvait laisser penser que Kimetsu commençait déjà à ralentir. Son tome 3, paru le 2 décembre 2016, s'écoulera lui à 21 815 exemplaires en 3 jours, en étant 38e dans l'Oricon. Une performance bien meilleure que celle des tomes 2 et 3 lors de leur première semaine, Kimetsu apparaissait donc comme un manga ayant un train de vie et une progression en dents de scie, avec des tomes réalisant tantôt d'excellentes performances et d'autres réalisant des ventes plus faibles. Kimetsu ressortira de cette année 2016 comme étant un rookie du Jump qui arrivait à peine à se maintenir. Vente très irrégulière et classement qui jouait aux montagnes russes, difficile de savoir à ce moment-là si le manga pouvait survivre à 2017. C'était alors qui tout double, il allait falloir jouer et gagner, sinon les aventures de Tanjiro allaient s'arrêter bien plus tôt que prévu. Kimetsu avait une mission claire et simple en 2017. S'imposer dans le Jump et sur le marché. Et ça n'allait pas être de tout repos. Dans le Jump, le manga progressait petit à petit en s'installant dans le top 10, mais ses performances étaient encore très irrégulières. Côté vente, ça restait moyen, voire même mauvais, avec aucun tome n'ayant réussi à rester 2 semaines dans le top 50. L'année commencera avec des performances dans la lignée de la fin de 2016. 4ème, 7ème, 6ème, et puis arrivera le numéro 6 de l'année 2017 où Kimetsu était 2ème. Le potentiel de la série commençait lentement à s'éveiller et sa popularité également. Kimetsu obtiendra d'ailleurs la couverture du numéro d'après, le numéro 7, avant de fêter son premier anniversaire. Et après ça, le manga connaîtra une excellente année 2017 dans le Jump. Résultat, il réussira à obtenir une excellente note moyenne de 4,13, faisant de lui le 6ème manga du Jump le mieux classé sur cette année. 2017 restera d'ailleurs l'année où le manga de Gotege était le plus mis en avant, avec un nombre de 2 couvertures et de 7 pages couleurs. Et d'ailleurs, Kimetsu aura toujours été très réceptif à ses mises en avant, puisque le manga s'est constamment classé dans le top 10 du magazine cette année. C'est d'ailleurs en 2017 que Kimetsu obtiendra ses premiers classements sur le podium du Jump, avec une 2ème place dans le numéro 6, et surtout son premier top 1 dans le numéro 30. Le pire classement du manga cette année sera d'ailleurs 2 8ème places dans le numéro 32 et 46. En soi, côté Jump, ça a été une excellente année pour le manga de Koyoharu Gotege. Côté Oricon, la série a également beaucoup progressé. Comme pour le reste, procédons par ordre chronologique. Le premier tome de Kimetsu apparaître en 2017 est le tome 5, qui paraît le 3 mars
2017. Il y a donc un écart de 4 mois entre le tome 4 et le tome 5, ce qui est assez rare pour être souligné. Il semblerait d'ailleurs que cette pause ait permis à Kimetsu de recruter énormément de lecteurs, puisque le tome 5 partira à la 18e place de son Oricon hebdomadaire, avec 41 476 copies écoulées en 3 jours. C'est quasiment le double de ce que faisait le tome 4 fin 2016. Le tome 5 sera d'ailleurs le premier tome de la série à rester 2 semaines dans l'Oricon. Après une année 2016 assez calme et compliquée, le manga commençait à réellement progresser. Et cette progression continuera tout au long de l'année, bien qu'étant un peu moins soutenu que le gap entre les tomes 4 et 5. 65 937 ventes en 6 jours pour le tome 6, 57 083 ventes en 3 jours pour le 7, 81 312 ventes en 7 jours pour le 8, et 88 438 ventes en 7 jours pour le 9 également. Kimetsu no Yaiba aura réussi à se construire un solide lectorat tout au long de cette année 2017. Le manga passera d'ailleurs le cap des 1 million de tirages avec la sortie de son tome 6, annonce faite sur une affiche dans la gare de Shinjuku. Kimetsu passera par la suite les 1,5 millions de copies imprimées avec la sortie du tome 8, égalant ainsi son rival Yuna de la pension Yulagi, puis les 2 millions de la sortie du tome 9 en incluant la version numérique. Une croissance qui est effectivement de plus en plus marquée. Mais éloignons-nous un peu du Japon, car 2017 sera surtout marqué par les débuts de la série en France. Et ça a été un énorme flop. Il faut croire que filer la série à un éditeur qui était à l'époque en état de mort avancée, ça n'aide pas. Pour la petite histoire, Panini voulait récupérer les droits de la licence pour le marché espagnol, mais Shueisha leur a aussi filé les droits pour la France. Résultat, vu que cet éditeur était à l'époque en décomposition, il y a eu 0 promotion autour de la série, et environ 500 exemplaires vendus par tome, ce qui est ridicule pour le marché français. La publication française sera d'ailleurs mise en pause après le tome 3 pendant quasiment 2 ans. Et encore, là je vous parlais uniquement de la mise en avant et du désastre au niveau de la communication, car la qualité de la traduction était elle aussi assez hasardeuse. Déjà, intéressons-nous au titre français donné par Panini, Les Rôdeurs de la Nuit. En soi, c'est pas un titre qui est mauvais, loin de là, l'idée est là, et plus le temps avance, plus je trouve ce choix assez osé et intéressant dans une ère où les titres sont quasiment les mêmes à l'international. My Hero Academia, The Quintessential Quintuplets, Spy X Family, Chainsaw Man, voir des petites originalités des versions françaises, je trouvais ça assez marrant. Mais bon, le reste de la traduction pouvait pas aussi bien s'en sortir. Déjà remplacer le terme démon par ogre. Alors d'un côté, c'est pas si faux que ça, vu que le terme Oni peut bel et bien se traduire par ogre, mais aussi, l'image la plus répandue de l'Oni, avec cette créature à la carrure imposante, la peau rouge, avec une peau de léopard en guise de pagne, des cornes et une massue, dans soit assez similaire à l'image de l'ogre dans le folklore occidental, étant souvent représenté comme étant une créature souvent chauve, au teint verdâtre, étant, comme l'Oni, habillée très simplement, qui est souvent bedonnante, qui possède une force surhumaine et souvent une massue, bien que d'autres utilisations de l'ogre le décrivent simplement comme une bête se rapprochant bien plus de l'humain que de d'autres versions évoquées, avec des vêtements mais en étant juste plus grande, plus puissante et plus méchante qu'un humain. En soi, la deuxième description colle étrangement bien aux Oni de Kimetsu no Yaiba, en tout cas bien plus que le mot démon. Pour comparer, un démon c'est considéré comme étant quelque chose de très puissant d'après sa définition. C'est d'ailleurs de là que vient l'origine du mot démon, du grec ancien daimon, qui signifie puissance divine. L'autre caractéristique majeure du démon étant sa malfaisance, bien qu'on a très peu d'informations sur leur apparence, vu que oui, le terme démon est à l'origine bien plus large qu'ogre par exemple. Donc, est-ce que Panini a fait les bons choix en traduisant Oni par ogre? Eh bien si ça semble assez étrange aujourd'hui, c'est un choix qui, malgré tout, est assez compréhensible, vu que les Oni de Kimetsu no Yaiba ont bien plus de ressemblance avec les ogres que les démons. Mais Wakanim est passé par là et a utilisé le terme démon pour l'ensemble de l'anime, traduction compréhensible puisqu'elle allait être utilisée sur l'ensemble du territoire occidental, que le public américain est très peu familier avec le terme ogre. Sinon, d'autres traductions étaient assez hasardeuses, comme par exemple les techniques des protagonistes, mais je ne reparlerai pas plus ici afin de ne pas m'étendre sur un point qui est déjà très long. Après une année 2016 assez hasardeuse, Kimetsu a assuré en 2017. Passé de 21K à 57K en 3 jours côté Oricon, avec un classement de Jump qui se stabilisait dans la première moitié du classement. Bref, le manga a commencé à graduellement grimper les échelons du Shonen Jump, avec des classements qui grimpaient également côté Oricon, ça on l'a vu. Avec sa popularité qui est désormais bien présente, Kimetsu no Yaiba devait continuer à progresser en 2018. Mais vous le verrez, la réalité est loin d'être aussi simple. Kimetsu avait alors toutes les cartes en main pour signer une incroyable année 2018. Une popularité qui ne faisait que grandir, comme son lectorat, une potentielle adaptation animée qui pouvait arriver à n'importe quel moment, Kimetsu avait le potentiel de s'installer sur le top Oricon, mais il ne s'est rien passé. Si dans le Jump la popularité de la série a continué à augmenter, en s'installant de plus en plus dans le top 5, et dont la pire performance annuelle était des 6ème places, on sent tout de même que Kimetsu semblait avoir atteint un plafond de verre, que la série semblait être bloquée à un palier qu'elle n'arrivait pas à dépasser. Pour le Jump, ce sera surtout le fait d'atteindre le haut du classement le plus souvent possible, puisque les excellentes performances du manga de Koyoru Gotege seront souvent plombées par des 5ème ou 6ème places. On retrouve encore une fois le schéma des classements en dents de scie qu'on a vu lors des précédentes années. Cependant, c'est bel et bien sur l'Oricon que la progression de la série va vraiment ralentir. Le lectorat reste bel et bien présent, mais là où chaque tome de 2017 marquait une nette progression, ce sera une autre histoire pour ceux de cette année, qui resteront bloqués au niveau atteint par la série fin 2017. La seule fulgurance notable restera les 113 325 copies que le tome 11 écoulera en 7 jours, faisant de lui le premier tome de la série à passer les 100 000 ventes en première semaine, lui qui était bien aidé par sa première
semaines de vente complète. Mais le tome d'après, le tome 12, réalisera un très mauvais démarrage en partant sous les 65 000 copies en 3 jours. Durant cette année 2018, Kimetsu va lentement s'installer autour de la 10e place de l'Oricon. Cette année 2018 sera également l'année qui marquera la fin de la croissance classique de Kimetsu no Yaiba, dans le sens que c'est la fin de la croissance d'un manga qui ne bénéficie alors pas d'adaptation, que ce soit animé ou autre. Côté Jump, la série finira avec une excellente moyenne de 3,23, faisant-elle la numéro 3 pour les classements. Avec 2 couvertures et 6 pages couleurs, la série restait tout de même sacrément mise en avant par les éditeurs japonais. Côté Oricon, la croissance des tirages de la série se remarqueront aussi côté vente, puisque la série affichera un joli score de 1 345 053 ventes pour une 24e place sur l'Oricon annuel, soit juste devant Gintama, bien que Kimetsu n'était à l'époque que le numéro 8 du Jump, derrière One Piece, MHA, IQ, TPN, Black Clover, Hunter x Hunter et Shokugeki no Soma. La série n'avait pas tellement progressé par rapport à 2017, où elle était certes uniquement 37ème, mais avec seulement 150 000 ventes de moins. Kimetsu semblait bloqué. La série progressait de plus en plus lentement niveau vente, et les classements du manga restaient aux portes du podium. Elle semblait avoir atteint son plein potentiel, elle semblait être destinée à ne jamais pouvoir faire partie des plus grands. Puis arriva 2019. Une nouvelle année débutait, nouvelle année qui allait être marquée par l'arrivée de l'adaptation animée pour Kimetsu no Yaiba. Une adaptation, dans les domaines qui nous intéressent aujourd'hui, c'est quelque chose qui est essentiel à l'éclosion d'une popularité nouvelle et Kimetsu en avait grandement besoin. Mais l'anime n'arrivait que début avril, le manga allait donc devoir patienter pendant plusieurs mois avant cela. Côté Jump, le début d'année 2019 fut semblable à 2018. Quelques fulgurances, mais un manga qui reste généralement aux alentours de la 5ème place. 3ème place, 6ème place, 1ère place, 7ème place. On retrouve encore une fois un schéma étant assez en dents de scie qu'on a déjà vu par le passé. Côté Oricon, le début d'année fut marqué par la sortie du tome 14, début janvier 2019. Il partira à 78 719 exemplaires en 3 jours, ce qui était à l'époque le meilleur démarrage de la série, bien que la croissance soit encore assez faible. Puis arriva la semaine du 1er au 7 avril. Le tome 15 sortait, mais surtout, l'anime commençait. Le monde découvrait Kimetsu no Yaiba, mais est-ce que ça pouvait encore changer les choses? Le boost de Kimetsu a réellement commencé avec son tome 15, qui réalisa un démarrage stratosphérique, avec 107 041 ventes en 4 jours, alors qu'à titre de comparaison, le tome 14 atteignait 126 981 ventes en 10 jours à peine 3 mois plus tôt. De son côté, l'anime boostera lui aussi énormément la série, puisqu'après la sortie du tome 15, la série ne sortira plus jamais de l'Oricon hebdomadaire jusqu'à aujourd'hui. Le boost continuera sur cette lignée, puisque lors de la semaine du 6 au 12 mai 2019, pour la première fois de l'histoire de la licence, le tome 1 fera sa première apparition dans le top 50. Mais c'est vraiment avec la sortie du tome 16, début juillet 2019, que le boost va entrer dans la cour des grands. C'est simple, il s'est écoulé à 225 102 copies en 4 petits jours. C'était à l'époque le plus haut total affiché par un tome de la série, soit plus que ce que le tome 15 vendait en 32 jours. Il commençait vraiment à se passer quelque chose, et ça continuera à progresser de manière exponentielle. Premier top 1 à l'Oricon Hebdo lors de la 32e semaine, toute la série présente dans le top 50 lors de la 39e semaine, passage du million de copies vendues en une semaine lors de la 46e semaine, semaine qui était également la semaine de sortie du tome 17, qui aura lui aussi explosé les records, avec 368 502 exemplaires vendus en 3 jours. Suite à ce tome, Kimetsu était au niveau de vente des cadors de la décennie passée, comme le manga Reborn par exemple. Et enfin, Kimetsu arrachera la première place de l'Oricon 2019 à One Piece sur le fil, lors de la 50e semaine sur 52, faisant de lui le premier manga à battre One Piece niveau vente depuis grand minimum 2008. Un animé avait réussi à transformer un manga vendant 1 million par an en un leader de marché capable de vaincre One Piece. Mais ce qui rend la réussite de Kimetsu si phénoménale et si grandiose, c'est qu'il a réussi à atteindre One Piece dans l'une de ses bonnes années, à savoir les années où le manga d'Eiichiro Oda avait 4 volumes qui sortaient. Les autres mangas qui ont réussi à atteindre ou dépasser One Piece l'ont fait sur des années à 3 volumes. Kingdom a dépassé One Piece en 2020, qui était une année où le manga n'a vu paraître que 3 volumes. Le top 1 2014 s'est joué à 150 000 copies entre One Piece et Shingeki no Kyojin, ce qui était encore une fois une année où One Piece ne voyait paraître que 3 volumes. Là, Kimetsu a dépassé One Piece sur une année où il était en pleine possession de ses moyens, avec 4 volumes sortis, à savoir les volumes 91, 92, 93 et 94, ce qui rend la réussite du manga de Koyaru Gotoge encore plus belle. L'année 2019 restera côté Oricon comme l'année où Kimetsu s'est révélé au grand public, car passer de 1,5 million de ventes à plus de 12 millions en à peine un an, je le rappelle, c'est phénoménal, et c'est quelque chose qui était encore totalement inédit sur le marché. Après une aussi belle année 2019, le manga de Koyaru Gotoge était attendu au tournant en 2020. Déjà, pour la première fois depuis près de 10 ans, le record de One Piece
à savoir 37 996 373 copies vendues en 2011, était en danger. Est-ce que Kimetsu arriverait à prendre ce record? Deuxio, le manga était dans son arc final. Depuis mars 2019 et une fin en 2020, voire même début 2020, semblait plus que probable. Comment il allait se comporter dans l'Oricon alors que sa plus grosse mise en avant, à savoir une parution hebdomadaire dans le magazine de prépublication le plus vendu au Japon, allait se terminer? Tant de questions qui allaient trouver en réponse en 2020, une année qui serait visiblement historique. Je ne passerai que très rapidement sur l'année 2020 de Kimetsu dans le Jump, car honnêtement, en dehors de sa victoire sur One Piece au classement annuel, il n'y a pas grand chose à dire. Car oui, Kimetsu a là aussi dépassé One Piece dans ce classement, 1,44 de moyenne pour le manga de Kotoge, contre 1,56 pour celui d'Eiichiro Oda. Certes, la fin du manga en milieu d'année a fatalement aidé à cet exploit, mais dites-vous que Kimetsu n'a été que premier ou deuxième en 2020 dans le Jump. Je ne sais pas quoi dire tant c'est monstrueux. Mais si dans le Jump 2020 a clairement été les deux de Kimetsu, c'est surtout dans l'Oricon qui va s'aboser comme un monstre, non, plutôt comme le record Slayer. Dans l'Oricon, 2020 commença dans une lignée similaire à la dernière semaine de 2019 pour le manga, en vendant 1 million d'exemplaires et une première place. On semble être reparti pour une nouvelle année de domination de la part du manga de Kotoge. Le constat sera le même pour la deuxième semaine de 2020, circuler, y a rien à voir. C'est lors de la troisième semaine de 2020 que tout va commencer à devenir plus intéressant. Le tome 18 sortait lors de cette semaine, et le manga réalisera alors une semaine record à plus de 2 millions d'exemplaires vendus, ce qui était à l'époque sa meilleure semaine de vente ever, devant la semaine numéro 2 de 2020 et la semaine numéro 46 de 2019. Avec 950 829 ventes en 5 jours, le tome 18 explosera encore une fois les records. Avec ce tome, Kimetsu égalera le plus haut niveau de Attack on Titan, faisant de lui le deuxième manga ayant eu le plus de lecteurs dans l'ère Oricon, derrière One Piece et devant Attack on Titan justement. Ce tome 18 écoulera d'ailleurs 95% de son tirage initial lors de sa première semaine de vente. Certes, Shueisha était très optimiste, en imprimant 3 fois plus que le chiffre de vente du tome 17 en première semaine, mais ça nous montre aussi que la stratégie des ruptures de stock était toujours d'actualité. Quoi? Je vous ai pas encore parlé de la stratégie des ruptures de stock? Alors, je vais pas m'éterniser dessus parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça, mais vous trouvez pas ça étrange que Shueisha n'imprime que 1 million d'exemplaires pour le tome 18 alors que les autres tomes avaient déjà passé ce cap? Et Shueisha est connu pour ses tirages astronomiques, comme en témoignent les tomes de One Piece imprimés à 3 millions alors qu'ils ont du mal à atteindre les deux. Et si l'écart entre le nombre de lecteurs et le tirage initial restait assez faible avec le tome 18, pour le tome 19 qui était au départ tiré à 1,5 million alors que la série avait 2 millions de lecteurs, vous pouvez en avoir la confirmation. Shueisha imprimait volontairement peu d'exemplaires de Demon Slayer afin de maintenir la hype à un niveau très élevé et laisser le bouche à oreille faire encore plus d'effet. D'ailleurs, en parlant du tome 19, il a lui aussi explosé les compteurs de la série, avec 1 378 361 exemplaires vendus en 6 jours, représentant 92,1% de son tirage initial qui était de 1 500 000 exemplaires comme dit plus tôt. Ce tome permettra à la série d'atteindre le niveau du monstre One Piece. Le tome 19 avait d'ailleurs vendu 72,6% des ventes totales du 18 à l'époque, ce qui signifiait que le recrutement était encore effréné. Et ça se poursuivra. Petite précision pour les chiffres à partir du tome 20, vu qu'ils seront sûrement différents de ce que vous trouverez en cherchant les Oricons. Chacun des tomes à partir de là, en comptant le tome 20, avait des éditions limitées, ce qui divisait fatalement leur vente en deux. Donc j'additionnerai ces deux chiffres de vente des premières semaines, donc édition simple et édition limitée, pour pouvoir vous les partager. Le tome 20 partait donc à 1 990 609 ventes en 5 jours, faisant officiellement de Kimetsu le manga possédant le plus de lecteurs sur le marché. La progression était encore une fois effrénée, puisque le tome 19 n'atteignait pas ce niveau en un mois. Shueisha avait d'ailleurs abandonné la stratégie des ruptures de stock, puisque ce tome était tiré à 2 800 000 exemplaires, faisant de Kimetsu le manga de Shueisha ayant le deuxième plus gros tirage initial pour un tome ever, devant Slam Dunk. Oui, devant Slam Dunk. Et enfin, histoire de comparer, là où le tome 19 vendait 72,6% des ventes de l'époque du 18 en 6 jours, le tome 20 a vendu 70,4% des ventes de l'époque du 19 en 5 jours, montrant que le manga commençait à montrer de légers signes de fatigue. Et je pense aussi que Shueisha devait s'attendre à ce que l'édition limitée booste un peu plus les ventes que ça, ce qui n'a pas tellement été le cas. Concernant les tomes 21 et 22, la musique est la même. Record, meilleur démarrage, bref, vous connaissez la chanson. Le tome 21 partait au total à 2 041 177 exemplaires en 3 jours et en vendant 62,4% des ventes totales du vin de l'époque. Cependant, le tome 22 deviendra certes le meilleur démarrage de l'histoire de l'Oricon, avec 2 204 279 exemplaires vendus en 3 jours, mais la progression de la série semblait réellement avoir ralenti. Kimetsu semblait avoir fait son temps. La progression de la série ralentissait, elle se vendait à moins de 500 000 exemplaires par semaine, et il ne restait plus qu'un tome à apparaître. Sauf que vous le savez, le film arriva, et avec lui la série monta plus haut que jamais, en se vendant à 3 688 476 exemplaires en une semaine, la semaine suivant la sortie du film. L'année 2020 est et restera comme étant l'apogée de Kimetsu no Yaiba. On est clairement face à un phénomène sociétal dont je vais illustrer l'évolution avec ce graphique de mon cru. Déjà, premier constat, la série a constamment fait face à des ruptures de stock tout au long de l'année. Ça s'observe avec ses pics de vente qui trouvent leur apogée entre la 22e et la 30e semaine, où Kimetsu était constamment au-dessus de 1 million de ventes par semaine sur cette période. Pendant le premier semestre, je pense honnêtement que Kimetsu recrutait des lecteurs chez l'intégralité de ses concurrents, jusqu'à toucher l'intégralité du monde du manga. Par la suite,
le recrutement a ralenti, puisque dans le monde du manga tout le monde connaissait Kimetsu, et le manga a commencé à recruter des lecteurs d'ailleurs, c'est-à-dire de nouveaux lecteurs qui ont commencé le manga grâce à Kimetsu no Yaiba. Il suffit de voir le total des ventes de 2020, Kimetsu s'est plus vendu sur cette période que l'intégralité du top 10. Et d'ailleurs aujourd'hui ses lecteurs semblent vouloir rester dans le monde du manga, puisqu'il y a énormément de boosts en cours dans l'Oricon. Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Attack on Titan, Tokyo Revenger, TPN, AQ, bref, les lecteurs qui a amené Kimetsu découvrent les cas d'or du genre et les mangas les plus marquants de ces dernières années. Kimetsu a amené un nouveau lectorat dans le monde du manga et quelque chose me dit que c'est loin d'être terminé. Il suffira de voir cette vidéo d'un reportage d'une librairie de la gamme Tatsuya et Shibuya pour se rendre compte que oui, Kimetsu a provoqué un phénomène d'une ampleur encore jamais vue. 3300 exemplaires du tome 23 ont été mis à disposition le jour de la sortie, soit le 4 décembre 2020. Et devinez quoi, ces 3300 exemplaires ont été vendus en moins de 24 heures. À titre de comparaison, on considère qu'un manga se vend très bien en France lorsqu'il atteint environ 5000 exemplaires par volume. Ça nous permet de comparer. D'ailleurs, ces vidéos confirment une chose, le tome 23 a réalisé le plus gros démarrage de la série, de l'ère d'Oricon et de l'histoire. Certes, on n'a aucun chiffre antérieur à 2008, mais la seule série avec des tirages initiaux à peu près égaux à ceux de Kimetsu et One Piece, et sachant que Kimetsu bat chaque record de vente que One Piece, donc 3 431 000 ventes en 3 jours, le tome 23 de Kimetsu no Yaiba a vendu en 3 jours ce que le tome le plus vendu de One Piece sur un an, 61, a mis une année à vendre. Bref, Kimetsu finit 2020 encore plus fort qu'il ne l'a commencé, en devenant le manga ayant le plus de lecteurs sur le marché actuellement, et l'un des mangas ayant le plus eu de lecteurs ever au coude à coude avec Slam Dunk et Dragon Ball. Et Shirohada a d'ailleurs lui-même félicité ce manga qui a réalisé un exploit jusque-là inédit, dépasser le sien. Dans le Jump, Kimetsu no Yaiba a été incroyable. Il a sauvé tellement de personnes sur le plan émotionnel en leur ramenant de la joie, c'était impressionnant. C'est comme ça que devrait être un manga. J'ai moi aussi été ému. Cependant, la joie ne peut pas durer et le jour se lève sur une nouvelle année et sur une nouvelle ère. Après avoir transformé le marché du manga japonais, comment Kimetsu no Yaiba va-t-il survivre à l'ère qu'il a lui-même initiée alors que le manga est terminé depuis plus de 6 mois? Comment Kimetsu no Yaiba va-t-il survivre à son futur? Après une année 2020 aussi phénoménale, on est en droit de se demander ce qui arrivera à Kimetsu en 2021. Bon, j'en ai parlé vite fait dans la Manoricon 2020, mais oui, le manga sera encore une fois premier en 2021, c'est une évidence. Avec plus de 10 millions de ventes vendues en à peine un mois, désolé mais je vois pas comment Kimetsu no Yaiba pourrait ne pas être premier en 2021. Mais plus que le chiffre de vente, ce qui est intéressant selon moi, c'est le futur de la licence Kimetsu no Yaiba. Car oui, une licence qui se vend à 100 millions d'exemplaires en 4 ans, connaissant les japonais, ils vont pas lâcher l'affaire, surtout dans une période telle que celle-ci, dans un changement d'air au niveau du manga japonais et où il y a très peu de grosses têtes d'affiche à la Dragon Ball en excluant One Piece bien évidemment. La licence Kimetsu no Yaiba devrait pour moi survivre à la fin du manga de Koyaru Gotoge, déjà l'anime. Avec le film qui adapte les tomes 7 et 8, il reste donc environ 15 tomes à adapter, soit à peu près l'équivalent de 2,5 saisons en gardant le rythme de la saison 1, à savoir 6 épisodes par saison de 26 épisodes. Après, en transcendant le domaine du manga et de l'anime, Kimetsu est un putain de phénomène culturel là-bas qui est en train de transformer la pop culture japonaise. On parle souvent de génération de manga influencée par Dragon Ball et une autre par One Piece et Naruto, mais dans 15 ans, on parlera peut-être de génération Kimetsu no Yaiba. C'est juste une supposition, bien évidemment. Et même en s'éloignant encore plus du monde du manga et d'animation, il est possible que Kimetsu se diversifie dans d'autres domaines. Une pièce de théâtre a eu lieu début 2019, alors pourquoi pas adapter l'intégralité du manga en pièce de théâtre? Pourquoi pas faire un live action? Écoutez, il y a genre 145 millions de possibilités, les japonais sont capables de faire absolument tout et n'importe quoi avec des licences. Kimetsu no Yaiba Super en 2035? C'est possible. Une full color en 2025? C'est possible. Une perfect également. Je ne me risquerai pas à essayer de prédire ce qui va arriver à la licence dont elle semble être incontrôlable et en route pour dominer le Japon. Restant très soft, Tanjiro va pas devenir dictateur non plus. Par contre, ce qui me semble être bel et bien sûr, c'est qu'il y aura un avant et un après Kimetsu no Yaiba concernant la pop culture japonaise. Et j'insiste sur la pop culture japonaise. C'est en Occident, le manga semble être un gros succès, avec quasiment 1 million d'exemplaires vendus en France chez Panini, ce qui est quand même très gros concernant la taille de cet éditeur. On est loin d'avoir un phénomène sociétal comparable à la Pokémania comme ce qui est le cas au Japon. Si vous attendez à ce que Kimetsu rafle tous les records en Occident, passez votre chemin. Le manga va avoir une vie paisible, le manga se vendant très bien, mais il ne forgera en rien notre manière de consommer ou de considérer un manga ou un animé. Par contre, pour le Japon, la question peut commencer à se poser. Avec 82 millions d'exemplaires vendus en un an et 54 milliards de yens générés, il paraît clair qu'il va y avoir un avant et un après Kimetsu. Pour moi, il est malgré tout bien trop tôt avant de savoir sous quelle forme ça va se manifester et surtout quand. Le futur mangaka se définissant comme héritier de Koyaru Gotoge, une licence qui survivait des jeux vidéo aussi Dragon Ball, difficile de prédire de manière quasi sûre ce qui arrivera à la licence alors qu'on est encore en pleine explosion. Qu'on ne peut percevoir ici qu'à travers les performances des produits estampillés Kimetsu dans leurs différents milieux. Light novel qui monopolise le haut du classement de vente, film qui dépasse l'ensemble du marché, les singles de Lisa servant d'opening et d'ending à l'anime en haut du classement de l'Oricon, et surtout le manga qui met des baffes à l'ensemble du marché dans l'Oricon depuis maintenant plus d'1 an et demi. Mais recentrons-nous sur le manga et son influence dans le marché, et passons désormais à la dernière partie de notre périple d'aujourd'hui. Pourquoi et comment Kimetsu a-t-il pu se hisser tout en haut de l'industrie du manga japonais en si peu de temps?
Au final, après avoir vu ces statistiques impressionnantes, on ne peut que se demander pourquoi et surtout comment Kimetsu a pu réaliser une telle prouesse. Car oui, des mangas capables de se vendre à plus de 95 millions d'exemplaires en 4 ans, ça court pas les rues. Et à part Kimetsu, il n'y en a aucun quoi. Petit disclaimer avant de continuer. Les ventes d'un manga n'indiquent en rien sa qualité. Il s'agit de deux facteurs complètement différents. Je l'ai déjà indiqué en intro, mais je préfère le repréciser ici. Ce n'est pas le sujet ici. Je ferai une vidéo à l'avenir sur ce sujet, probablement sur Kimetsu en particulier, mais tâchez de retenir ça. Concernant le titre de ce chapitre, oui, je parle bel et bien d'un phénomène sociétal. J'ose le terme parce que Kimetsu provoque énormément de choses au Japon, à tel point que je pourrais commencer à le comparer à la Pokémania. Pour dire, le manga est même mixé avec Momotaro pour une pièce de théâtre en primaire. Il y a une queue énorme pour la sortie du dernier tome, des classes en primaire qui connaissent l'opening par cœur, et le fucking premier ministre du Japon qui fait une référence au manga. Je vois pas comment appeler ça autrement. Afin de faire simple, parce que cette vidéo commence à sacrément durer, on va faire ça point par point. Donc, le succès de Kimetsu no Yaiba. On peut en trouver plusieurs explications et facteurs liés à l'origine de ce succès. Premier facteur, le contexte, les thèmes et le cadre du manga. Katayama avait vu juste, cela a bel et bien joué dans le succès du manga. Le fait d'avoir un cadre assez inédit dans un neketsu, Japon du début du XXe siècle, est aussi précis, là où Gotoge aurait simplement pu intégrer un cadre fantastique. Ainsi, ce cadre rend bien plus facile l'identification du lectorat japonais lambda au personnage de Kimetsu no Yaiba. Sans oublier que le manga continue ce que Gotoge avait initié avec Lokotsu-san, en intégrant des personnages imaginés à partir de légendes japonaises dans le manga, avec ici la figure de Tengu pour plusieurs personnages. Côté thème, ce qui est très intéressant, c'est que le manga n'aborde pas les mêmes thématiques optimistes que d'autres cadres du genre. Pour comparer avec d'autres mangas vendus, on est bien plus proche d'un Bleach que d'un Naruto ou d'un One Piece niveau optimisme et ambiance de l'œuvre. Kimetsu a quand même une franchise vis-à-vis de la mort bien plus prononcée, qui a potentiellement bien influencé les japonais. De même, voir Tanjiro surpasser et vaincre des ennemis aussi puissants dans une période aussi compliquée, ça a dû inspirer le public, surtout que Kimetsu a beaucoup d'enfants dans ce lectorat. Kimetsu a réussi à toucher l'ensemble de la population japonaise. Les enfants, au Japon, respectent plus Tanjiro que leurs propres parents. Ils considèrent que Tanjiro est un meilleur modèle que leurs propres parents ou que leurs professeurs. C'est pas en France qu'on verrait ça. Après, au niveau global, quand on prend l'ensemble du succès de la licence, je pense que ça a dû peu jouer. Surtout que le succès de Kimetsu est désormais bien plus large que le cadre du simple manga qu'a créé Koyoharu Gotoge. Mais ça a probablement joué en faveur pour sa survie au départ. Autre point que je souhaiterais aborder, c'est le moment auquel l'anime est arrivé, et aussi la période de cette explosion. Tout d'abord, l'anime. Il a débuté début avril 2019, soit peu après la sortie du tome 15. Ainsi, on avait une double mise en avant de Kimetsu dans les échoppes japonaises. Le tome 15 et probablement quelques pubs pour l'anime, je sais pas, sur des bus, dans les affiches à Shinjuku et tout. Ainsi, si la présence de Kimetsu dans le top 10 Oricon de la 20e semaine de 2019 s'explique par la première semaine de vente du tome 15, par la suite, il ne quittera plus le top 10 de l'année et il n'a pas quitté tout court en fait, il est encore là aujourd'hui. Le manga était à ce moment-là suffisamment long afin de pouvoir bénéficier d'un bon gros boost avec une quinzaine de tomes, mais également pas trop long afin de ne pas rebuter les nouveaux venus. De même, le boost initial de l'anime a été suivi par plusieurs petits boosts qui ont permis de maintenir ce niveau. D'abord le boost de la fin du manga dans le Jump, puis le film, puis l'effet dans les volumes, et à chaque fois le boost a encore gagné en intensité, c'est dingue. Comme si Kimetsu, au fur et à mesure, avait de plus en plus de potentiel, vu que de plus en plus de japonais entendaient parler du manga et étaient de plus en plus réceptifs à la moindre mise en avant concernant cette œuvre. De même, le Covid a malgré lui aidé le manga. Pendant la crise sanitaire du printemps, l'anime a été mis sur la plateforme de VOD japonaise, style Netflix Japan, ce qui a fatalement aidé à la popularité du manga. Le film a lui aussi été aidé, puisqu'avec le Covid, il était la seule nouveauté dans les salles, ce qui a dû aider à son succès, puisque supposons qu'un cinéphile japonais lambda cherche quelque chose à voir dans les salles, il voit que Kimetsu en nouveauté, il va aller voir Kimetsu, et s'il aime, il va acheter le manga. C'est QFD. Enfin, en cherchant un peu, j'ai remarqué un truc. Le potentiel de Kimetsu a été détecté dès le départ, et tout a été orchestré pour que le manga devienne hot. Alors, c'est pas une théorie style « Oh mon dieu, Kotoge elle est reptilienne et a fait un pacte avec le démon », pas de ce genre-là, parce qu'il y a vraiment des preuves. Le premier épisode a été diffusé au Japon sans coupure pub, ce qui est très rare, suffisamment pour être souligné en tout cas. Deuxièmement, le fait d'avoir pris Lisa, chanteuse très populaire au Japon, pour chanter l'opening, ce qui a en plus accéléré l'ascension du manga, comme par exemple avec Your Name, où les Radwimp avaient chanté l'opening. Surtout que Gurenji et Omura, les thèmes de la série signée par Lisa, sont diffusés à la radio au Japon. Enfin, ce qui est intéressant avec Kimetsu, c'est son lectorat. Certes, on retrouve le public shonen classique d'adolescents de sexe masculin, mais ce qui est étonnant, c'est que Kimetsu a beaucoup de lectrices et surtout beaucoup de lecteurs enfants. Pour les enfants, c'est ce que j'ai expliqué auparavant, ils sont sûrement attirés principalement par Tanjiro, qui est un protagoniste noble, qui est même assez inspirant en tant que soi. Mais pour les lectrices, c'est un peu plus spécial. D'ailleurs, quand on regarde le box-office du film, on regarde que énormément de femmes âgées de 40 à 60 ans vont voir Demon Slayer. Alors certes, il y a le côté film familial qui joue, surtout que je pense que les enfants qui sont fans de Demon Slayer demandent à leurs parents d'aller voir le film, mais un public du genre est souvent bien moins réceptif à un manga, surtout quand il s'agit d'un neketsu très classique dans sa forme.
Ce ratio de femmes très élevé dans le public de Kimetsu peut s'expliquer, bien évidemment. Déjà, l'absence de Tatsukayaku permet le casting féminin. Le seul personnage féminin qui peut réellement être qualifié de Tatsukayaku, à savoir Nezuko, finit par s'élever au niveau des autres protagonistes, voire même au-dessus en jouant un rôle capital dans pas mal de combats. L'autre point, c'est la présence de Bisho et d'Ikemen. Alors comme ça, je pense que vous ne comprendrez pas vraiment de quoi je veux parler. Les Bisho et les Ikemen, c'est deux termes japonais utilisés pour décrire des personnages masculins de fiction, beaux, mignons et cool. Bref, définition parfaite du husbando si vous préférez. Comment ça, quel impact ça a eu dans Kimetsu? Bah, regardez le casting masculin. Citez-moi un personnage du casting masculin de Kimetsu qui est objectivement moche. Oui, c'est vraiment rare. À part les quelques démons au rôle secondaire aperçus au début du manga, je n'en vois réellement que deux, mais ça spoilerait un arc avancé du manga. Il suffit d'ailleurs de voir que le top 10 du deuxième sondage de popularité du manga, dont les résultats ont été dévoilés fin 2020, est composé à 80% de personnages masculins. Le casting de Kimetsu no Yaiba est véritablement attachant, et le fait que les couvertures du manga montrent souvent un personnage sur une position fixe peut également jouer. Je m'avance probablement sur quelque chose de très vague sans aucune preuve, mais peut-être que des japonais achètent d'abord les tomes dont le personnage préféré sont en couverture. Enfin, le succès du manga s'explique aussi de par sa longueur. C'est spécifique Matthew Alt, qui s'intéresse à l'industrie du manga et de l'animation. L'un des points forts de Demon Slayer, c'est sa longueur. Le manga est court et l'anime pour l'instant pas très long. Vous pouvez tout lire ou regarder en une semaine. A l'inverse, Naruto et Dragon Ball sont plus longs et ont des suites. Un novice peut savoir par ne pas recommencer. On revient au point du fait que Kimetsu est amené de nouveaux lecteurs dans le monde du manga. Le manga ne se contente pas d'être attractif pour les personnes qui sont déjà habituées à lire des mangas. Il amène aussi de nouveaux lecteurs qui veulent découvrir ce monde. Et en partant de ça, on crée un effet boule de neige qui a renversé tout le Japon. Le succès de Kimetsu no Yaiba est parti d'une petite étincelle, d'un petit one-shot écrit en 2013 par une mangaka novice, pour finalement devenir un incendie qui aura embrassé tous les cœurs des Japonais, au point d'élever la flamme de la passion de ce manga en haut de ce pays. Au final, est-ce que Kimetsu no Yaiba est surcoté? Non. Déjà, l'utilisation du mot surcoté est à mon sens très négative en plus de ne pas être très représentative, puisque tout dépend de nous et que c'est d'un caractère subjectif qui définit où est-ce qu'on va placer la barrière de la subjectivité. Avant de critiquer à tout va, il est selon moi nécessaire de se poser et de comprendre un succès, sachant que tout a une origine. Après tout, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme, non? Comme ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, un succès part forcément de quelque chose et Kimetsu ne fait pas exception. Après, prédire l'ampleur d'un succès qui va probablement transformer le visage de la pop culture japonaise, personne n'aurait pu le prévoir. Pas moi, pas vous, et surtout pas Koya Lugotogi. Et surtout, pourquoi s'acharner contre un manga ayant du succès, surtout quand il a des débuts aussi modestes qui ont failli le tuer, comme ce qu'on a vu. Au contraire, réjouissez-vous pour la fanbase et stoppons ce cercle de haine qui ne nous amènera à nulle part. Surtout quand à côté, les mangas sont amis et en très bons termes. Merci de m'avoir suivi pendant un aussi bon moment, bonne fin d'année et rendez-vous en 2021. Amano, out!